Alors, écoutez, bonjour tout le monde. Nous allons commencer cette présentation sur la publication scientifique, ou la production et la publication scientifique. Notre hôte a dû s'absenter pour une raison professionnelle. Alors, si vous me permettez, je vais prendre la parole tout de suite pour respecter notre heure. Ça me fait plaisir, en fait, de participer à cette activité qui, comme le souhaite la Revue internationale PME, veut contribuer au développement des compétences et à l'enrichissement aussi de la connaissance, là, en intégrant davantage de chercheurs du continent africain, notamment, sur des questions de recherche qui concernent les PME et l'entrepreneuriat. Donc, avec mon collègue Mahamat Abdelatif, qui est au cœur de votre réseau. Donc, on a pensé à organiser ce webinaire pour aujourd'hui, ce qui est la première activité, en fait, d'autres activités qui vont suivre, toujours sur la formation, des compétences en recherche, en publication aussi, sur les questions qui concernent les PME et l'entrepreneuriat. Donc, pour ma part, je me présente. Donc, Josée Saint-Pierre, je suis rédactrice en chef de la Revue internationale PME depuis quelques années et je suis aussi chercheur à l'Institut de recherche sur les PME depuis sa création, donc depuis plus d'une vingtaine d'années. Alors, mes domaines de recherche sont principalement la finance entrepreneuriale, et aussi les questions qui concernent la performance et le risque sous les volets autant de la mesure que des déterminants et des conséquences. Donc, sans plus tarder, en fait, on va commencer la présentation. Alors, dans un premier temps, on peut se demander, ben, c'est quoi le titre de cette présentation-là? Pourquoi comprendre le processus de production et de diffusion scientifique? En fait, c'est que c'est quelque chose qui est très important et peut-être que les chercheurs moins aguerris comprennent peut-être pas très, très bien. C'est que lorsque on veut travailler lorsqu'on arrive dans le monde scientifique, dans le milieu scientifique et on veut y participer, on s'intègre à une conversation. OK? Donc, c'est pas un travail qui se fait seul, c'est pas un travail le travail scientifique, c'est un travail qui répond à certains codes, qui répond à certaines normes. Et assez souvent, lorsque on connaît des échecs, évidemment, tous les articles qu'on veut soumettre, qu'on veut publier, ne sont pas toujours acceptés. Et assez souvent, moi, c'est un constat que j'ai fait, les gens ne comprennent pas pourquoi. Ils ne comprennent pas pourquoi leur texte est refusé. Et évidemment, ça occasionne certaines insatisfactions, pour ne pas dire certaines frustrations, parce qu'on y met beaucoup de temps, on y met beaucoup d'énergie pour faire un seul travail et en bout de ligne, il est refusé par quelqu'un. Donc, l'idée de comprendre le processus de production et de diffusion permet de mieux aussi entrevoir les possibilités, à quel moment, qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer notre texte, à quel moment peut-être on devrait soumettre, à quelle revue on devrait soumettre. Donc, il y a plusieurs questions qui se posent pour améliorer nos chances de succès. Donc, et évidemment, dans tout ça, il y a le texte lui-même. Donc, il y a le travail scientifique sur lequel on doit se poser des questions pour savoir comment il doit être fait. Encore ici, il y a des normes, il y a des façons de faire qui sont des exigences qui doivent être respectées. Et c'est toute cette compréhension-là qu'on va discuter aujourd'hui. Alors, moi, je vais vous présenter en 3 temps. OK, donc 3 temps inégaux, là, notre conception à la Revue internationale PME pour favoriser, en fait, et la production scientifique et la publication scientifique. Alors, dans un premier temps, on va regarder comment le processus de production, comment s'engager, en fait, dans une conversation scientifique. Je pense que c'est un élément important, le terme conversation, je vais y revenir à l'occasion pendant la présentation. Alors, ce que je vous présente aujourd'hui, vous pourriez le trouver, évidemment, vous allez retrouver dans des livres de méthodologie
des livres orientés sur la production scientifique, la production d'un texte. Il y a beaucoup, beaucoup de volumes. Il y a différentes façons de voir, mais il y a quand même une convergence dans ces présentations-là sur ce que devrait constituer un bon travail. Donc, moi, je vous fais part, en fait, de mon expérience à plusieurs titres. D'abord, à titre d'auteur. Donc, moi-même, en tant qu'auteur, j'ai eu des textes qui ont été refusés, j'ai eu des textes qui ont été refusés. On appelle ça un desk reject, donc sur le champ, aucune possibilité de resoumettre. J'ai des textes qui ont été acceptés après des très longs processus d'évaluation, mais grosso modo, je connais aucun auteur qui n'a pas eu un texte refusé au moins une fois dans sa vie. Donc, le refus, ça fait partie de l'apprentissage et c'est par ces refus-là qu'on apprend à mieux écrire et à mieux faire notre métier aussi. J'ai aussi l'expérience d'évaluatrice. Donc, quand moi, je me place du côté de l'évaluateur, qu'est-ce que je remarque dans un texte? Qu'est-ce que j'aimerais voir et qu'est-ce que je ne vois pas et qui pourrait mener à une décision de rejet? J'ai évidemment plusieurs années d'expérience comme lectrice d'articles scientifiques. Qu'est-ce que j'aime voir? Qu'est-ce qui peut me déplaire aussi dans un article scientifique? Celui de directrice, en fait, directrice de recherche pour mes étudiants, donc là où j'ai le comment dire, pas le devoir, mais l'obligation de les former à la recherche. Donc, former à la recherche et sur le métier comme tel de chercheur, qui est quand même un métier assez vaste. Et finalement, celui de rédactrice. Et c'est ce volet-là qui va enrichir la présentation qu'on retrouve peut-être pas toujours dans les livres de méthodologie, puisque là, je vais vous donner les lacunes que j'ai vues au fil des 10 dernières années à la direction de la revue PME. Alors, donc ça, c'est le premier volet de la présentation. Le deuxième volet, je parlais, dire quelques mots sur la revue internationale PME, donc qui est l'instigatrice un peu de cet événement-là aujourd'hui. Et finalement, on réserve une période pour les questions et les discussions. Donc, ici, je pense que pour le bon déroulement de l'activité, je demande à tout le monde de fermer les micros. Si vous voulez laisser les vidéos ouvertes, c'est à votre guise, mais vous laissez les micros fermés. Et je vous demanderai aussi, pour bien gérer le temps, d'intervenir, de conserver vos questions pour la fin, donc pour la deuxième partie, où là, on pourra avoir des échanges sur les différentes parties de la présentation qui ont eu lieu et vos questions aussi sur des éléments peut-être que je n'aurais pas couverts. Alors, est-ce que Crispin, est-ce que c'est comme animateur, tout ça, c'est bon? Oui, c'est bon, merci. Merci. Merci, Crispin. Donc, on commence. Alors là, j'ai un ordinateur qui est un petit peu récalcitrant ce matin. Qu'est-ce qu'une recherche scientifique? Évidemment, la recherche scientifique, lorsqu'on pense à une recherche scientifique, pour moi, il y a un mot qui me vient tout de suite à l'esprit. Il y en a deux qui me viennent rapidement à l'esprit, c'est le mot rigueur et le mot connaissance. OK? Donc, une recherche scientifique, je ne vais pas donner, j'ai pris une définition de Fortin, qui est un ouvrage en méthodologie, qui vaut d'autres définitions, mais toutes ces définitions-là convergent vers les deux mots que j'ai utilisés. Alors, c'est une démarche systématique. C'est important, c'est quand même pas quelque chose qui est fait n'importe comment, c'est pas une improvisation, c'est vraiment une démarche systématique d'acquisition de connaissances, des connaissances, qui consiste à décrire, expliquer, prédire différents phénomènes. Ce qui manque dans la définition pour moi, c'est aussi la partie production des connaissances. Okay? Donc, cette démarche-là, dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, on est plus en situation de production de connaissances. Alors, j'ai présenté sur un schéma ce que moi je vois dans un travail scientifique. Alors, on a une idée d'un sujet, d'une question qui peut nous intéresser. La première chose qu'on doit faire, ce sont des lectures. OK? Bon, qu'est-ce que cette idée-là, qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on en dit? Je vais revenir dans les prochaines diapos, je vais expliquer un peu plus en détail. Ici, c'est simplement la vision d'ensemble. Donc, quelles sont les lectures? On va faire des lectures, on va en faire, et là, j'entends tout de suite quelqu'un me demander, bon, combien de textes on lit? Il n'y a pas de réponse à ça. On lit
jusqu'à ce qu'on ait une certaine saturation, on n'apprend plus rien de nouveau. OK? Donc, je vais revenir là-dessus sur l'état des connaissances. Comment on le fait, cet état des connaissances-là? Les lectures, c'est, comme je dis souvent à mes étudiants, c'est le travail paresseux. OK? Donc, on lit, on est passif. Ce qui est important, c'est la partie suivante, c'est l'analyse de ce qu'on a lu, la compilation des informations, la mise en ordre de tout ce qu'on a lu. C'est important parce que vous allez voir, la littérature, elle n'est pas faite uniquement de gens qui s'entendent bien. Il y a aussi des contradictions. Et c'est ça la connaissance. Donc, c'est une accumulation d'informations, de données qui nous font avancer. Certains nouveaux articles vont remettre en question des éléments qui avaient été publiés dans le passé, ce qui est tout à fait normal. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on a des nouvelles données, parce qu'on a des nouvelles méthodes, parce qu'on a des nouvelles preuves, et ainsi de suite. Donc, c'est important, la troisième case, l'analyse, la compilation, la mise en ordre pour avoir un état des connaissances. Évidemment, il va falloir critiquer ça si on veut contribuer. Donc, on s'insère dans une conversation. Si on veut contribuer à la conversation, il faudra trouver des failles dans ce qui a été fait. Il faudra les critiquer. Donc, des critiques constructives, évidemment, parce que si on imaginez que vous êtes dans une soirée avec plein d'invités et vous voulez avoir une conversation avec d'autres scientifiques. Évidemment, les critiques sont constructives. Donc, on n'essaie pas de démolir ce qui a déjà été fait. Ces gens-là l'ont fait de toute bonne foi. Donc, comment on peut les critiquer? C'est-à-dire, ça peut être sur la méthode de recherche, peut-être oublier certaines variables, peut-être que le contexte d'aujourd'hui est différent. Donc, des éléments qui permettent d'ajouter, pas de retrancher, mais d'ajouter à la connaissance. On fait une synthèse et ensuite on trouve une contribution originale. Donc, notre contribution originale ici, vous regarderez attentivement lorsque vous soumettez un article à une revue, on vous parle d'une contribution originale. C'est-à-dire c'est quelque chose de nouveau. Il faut vraiment que les résultats auxquels que vous voulez exposer dans la revue, ils soient nouveaux. Sinon, il n'y a pas de contribution en connaissance. Alors, si vous voyez ici, il y a des boucles de rétroaction. Il y a des flèches de rétroaction. Lorsque on lit, on peut faire une compilation après 10 articles, 20 articles, et ensuite on revient. On va continuer à lire. On va faire une critique, on va continuer à lire. Les critiques peuvent nous amener à voir différemment un texte qu'on a lu une première fois. On lit notre premier texte. Si vous le lisez après en avoir lu 50 autres, vous n'aurez pas du tout la même compréhension de ce premier texte-là parce que vous-même, votre bagage de connaissances a augmenté. Vous devenez de plus en plus informé sur le sujet. Donc, vous retrouvez dans des articles que vous avez déjà lus des choses nouvelles auxquelles vous aviez peut-être pas porté attention. Donc, ces éléments-là, en fait, nous permettent de construire la démarche scientifique. Alors, les parties d'un travail de recherche. Ça, ici, en fait, on peut structurer une thèse de doctorat, une communication pour un congrès, un article pour une revue internationale, toujours de la même façon. Il y a 3 parties dans un travail de recherche. Je vais reprendre ces 3 parties-là plus en détail dans les prochaines diapos. Donc, dans la première partie, c'est qu'est-ce qu'on sait? C'est quoi l'état des connaissances actuelles? Qu'est-ce qu'on a? On a une idée, on a un sujet, on a une thématique. Alors, c'est quoi l'état des connaissances? Parce que n'oubliez pas qu'à la fin, il faut qu'il y ait une contribution originale. Il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau. Donc, c'est essentiel de faire un état des connaissances complet au départ pour identifier une problématique. Et là, on va parler d'une problématique pertinente, donc quelque chose qui mérite d'être étudié. Dans un deuxième volet, qu'est-ce que nous, on veut apporter? Comment nous, on voit la question et comment on voit la question, je prends le terme au sens général, comment on la voit et comment on veut y répondre. Et la troisième partie, c'est le nouvel état des connaissances. Donc, qu'est-ce qu'on apporte aux connaissances qu'on avait initialement et comment c'est enrichi tout le domaine à partir de notre travail. Donc, n'oubliez pas ces 3 volets-là qui sont évidemment, qui se complètent, qui se parlent entre eux pour pouvoir conclure à un texte scientifique. Un élément important ici, il y a des lacunes. Donc, un texte qui est refusé à une revue, ça peut être à la première soumission, ça peut être à la troisième, c'est parce qu'il y a des lacunes importantes sur un de ces 3 éléments-là.
Alors, on va les reprendre. Donc, dans la première partie, qu'est-ce que disent les chercheurs sur un sujet de recherche? Alors ici, c'est l'identification d'abord d'une problématique. C'est un élément faible dans beaucoup d'articles, c'est-à-dire qu'on ne voit pas la problématique. OK? Donc, on voit un objectif, on voit une question, mais on ne sait pas pourquoi. On ne comprend pas c'est quoi l'intérêt d'étudier ce sujet-là. Alors, donc la problématique de recherche, pardon, c'est une situation sociale théorique qui est considérée comme problématique. Donc, selon l'état actuel des connaissances, il y a une situation qui n'est pas résolue. On peut l'appeler problème, mais ça, c'est une dimension réduite, mais pour laquelle on devrait trouver des réponses, des solutions, des explications pour la corriger, cette situation-là. Alors, quels sont les faits qui justifient la recherche? Alors, je peux donner, par exemple, l'hésitation des PME d'investir dans les technologies. OK? Alors là, j'entends tout de suite certaines personnes qui vont me dire, OK, on étudie pourquoi les PME n'investissent pas dans les technologies. Ça, c'est une question. Ça peut être un objectif, mais ce n'est pas une problématique. Si vous me dites que vous voulez étudier les PME, mais vous ne dites pas c'est quoi la pertinence d'étudier, de consacrer du temps et du travail scientifique pour répondre à cet élément-là. D'accord? Donc, c'est important de s'élever au-dessus de la question pour identifier la problématique et pour indiquer aussi, pour justifier votre recherche. En fait, on peut prendre la COP26 à l'heure actuelle comme situation vraiment problématique. On parle du climat. Donc, le réchauffement de la planète, tout ce qui concerne une problématique, ce serait le faible engagement des PME dans des façons de faire, des pratiques d'affaires, dans tout ce qui permettrait de mesurer leur engagement dans l'environnement, dans le développement durable aussi à certains égards. Et cette situation-là nuit à la situation climatique. OK? Donc, on a une nuisance, on a une conséquence, on a un état problématique qu'on veut corriger. Et pour le faire, à ce moment-là, on va faire une recherche à partir de certaines questions qu'on va identifier lorsqu'on aura fait l'état des connaissances. Donc, les lacunes dans les travaux, aucune problématique identifiée. Si on n'a pas de problématique dès le départ, qu'on devrait retrouver dans les premières pages d'un article, on ne sait pas pourquoi on lit l'article. OK? Donc, c'est important, cet élément-là de problématique. Et très souvent aussi, une autre lacune, c'est que la question de recherche, elle est présentée comme la problématique. OK? Donc, la question ou l'objectif. Donc, je lis souvent, notre problématique est comment amener les PME à s'investir davantage dans le développement durable. Ce n'est pas une problématique, c'est une question. La problématique, c'est les conséquences du développement, du faible engagement des PME. Donc, c'est ce qui justifie la recherche. Deuxième élément, donc le cadre théorique, le travail des autres. Alors, cette partie-là, évidemment, c'est une partie importante qui est souvent négligée parce qu'on n'a pas compris que voulait dire faire l'état des connaissances. OK? Donc, l'état des connaissances, c'est une recension exhaustive des travaux qui permettent de comprendre le domaine, de voir tout ce qui a été fait, comment aussi ça a été fait. Okay? Donc, ici, c'est important. Donc, je parle d'une présentation structurée et critique des travaux permettant d'établir un état des connaissances complet sur un sujet. Alors, étant donné notre environnement, on travaille avec la littérature en français et en anglais. Quand je parle de présentation structurée et critique, c'est important. Et là, évidemment, il faut être très méthodique quand on lit les différents articles qui sont publiés. Méthodique pour retenir dans nos notes quelle hypothèse a vérifié, a formulé tel auteur, quel cadre théorique il a utilisé. Mais lorsqu'il a réalisé une étude empirique, quelle était sa méthodologie? Quel était l'échantillon? En quelle année? Lorsque vous voulez critiquer la littérature, il y a plusieurs éléments possibles de critique sur un article. Ça peut être la période étudiée. OK? Donc, si vous me parlez d'Internet aujourd'hui et que vous voulez critiquer un article qui a été publié en 1978, il est fort probable qu'ici, il y a un élément temporel.
OK? Donc, qui peut être remis en question sur les anciens articles. Donc, c'est important de faire, quand je parle de présentation structurée et critique, c'est d'être capable de voir cet état des connaissances, comment il est aujourd'hui, quel est-il, et comment il a été, de quoi il se compose cet état-là. Okay? On va revenir sur cet élément-là tout à l'heure. Cette présentation, évidemment, c'est indispensable puisque je reviens partie 1, l'état des connaissances, partie 3 du travail, le nouvel état des connaissances. Et ce nouvel état des connaissances-là, c'est votre contribution à ce que vous avez identifié dans la première partie. OK? Alors, un débalancement en ça ou encore une partie 1 qui serait faible va vous amener à survaloriser votre contribution parce que vous n'aurez pas fait l'état complet de la littérature. Et si vous si vous survalorisez votre contribution, ça ne passera pas inaperçu auprès des évaluateurs, qui sont normalement des experts dans le domaine. Alors, les lacunes dans les travaux, ne pas rapporter correctement et méthodiquement les travaux et idées des autres auteurs. Et ici, je vous rappelle tout de suite les règles d'éthique et de déontologie en matière de recherche scientifique, la protection des droits d'auteur, le respect des idées des autres. Très important, on utilise des logiciels de détection des similarités pour être certain que, à la revue PME, c'est le cas, pour être certain que les textes qu'on publie sont intègres, c'est-à-dire qu'ils sont bien la propriété des auteurs qu'on publie. Alors ici, peut-être une petite mise en garde, soyez méthodique lorsque vous prenez des notes sur des articles en identifiant toujours les auteurs dans vos notes. Donc, je pense que c'est un élément, malheureusement, lorsque vous faites beaucoup de lectures, on a tendance à aller un peu vite et plus tard, on ne se souviendra plus vraiment si l'idée, elle nous appartient ou si elle n'appartient pas à quelqu'un d'autre. Donc, ça, c'est un élément fondamental. Reconnaître la paternité et ça ne pardonne pas, en fait. Donc, ça, c'est des éliminations directes des revues. Ne pas présenter de façon exhaustive les travaux, donc avoir oublié peut-être les auteurs en anglais, comme on le voit parfois dans certains textes français. Un élément aussi, quand on parle ici de présentation structurée et critique, ne pas faire converser les auteurs. En fait, moi, je parle souvent de présentation linéaire, c'est-à-dire que vous lisez et probablement de façon naturelle, vous allez faire des lectures sur le plan historique, c'est-à-dire les plus anciens jusqu'aux plus récents, ou peut-être même l'inverse. OK? Mais il faut les faire parler, ces auteurs-là. Pourquoi tel auteur a trouvé quelque chose de différent de l'autre? Est-ce que c'est parce que l'Internet est arrivé? OK, mais il ne faut pas critiquer un auteur qui a travaillé dans un monde sans Internet parce que Internet n'existait pas. Il ne faut pas le critiquer pour ça. C'est une situation, c'est un contexte qui est très important dans son travail à lui. Donc, c'est important de faire parler les auteurs. Tel auteur, pourquoi tel auteur a dit le contraire de quelqu'un d'autre? OK? Donc, c'est cette conversation-là. Passez toujours à une conversation. Vous êtes plusieurs. Et vous allez vouloir vous intégrer à ce groupe-là. Donc, soyez méthodique sur la façon de les présenter. La deuxième partie, on est ici dans votre recherche comme telle. OK? Donc, dans la première, c'est ce que les autres ont fait. Alors ici, on va élaborer notre cadre conceptuel. Alors, de façon plus spécifique, on fait un état des connaissances pour être capable, à partir de cet état des connaissances-là, d'identifier des questions, des hypothèses qui restent encore à explorer et pour lesquelles on n'a pas de réponse. Donc, une façon de le faire, c'est d'établir l'état des connaissances, de le critiquer et ensuite de soulever les divergences, établir des liens entre les auteurs et montrer aussi les failles qu'on va tenter de combler par la recherche en cours. Ça va? Donc, cette partie-là, cette deuxième partie-là, c'est vraiment votre travail que vous devez construire, mais sans oublier que vous rentrez dans une conversation où il y a déjà des gens. OK? Donc, vous ajoutez quelque chose. Vous ne remettez pas tout en question. C'est une des lacunes qu'on va retrouver un petit peu plus tard, justement, dans certains articles, certains textes. Alors, les lacunes dans les travaux qui vont être commentés par des évaluateurs, une faible démonstration de la pertinence de la recherche. Donc, là, je reviens en fait sur cette idée très, très fréquente qu'on justifie une recherche par l'objectif qu'on vise. Non, on ne justifie pas par un objectif, on justifie parce qu'on a besoin de connaissances pour résoudre un problème.
OK? Donc, faible démonstration de la pertinence et une confusion entre la problématique qui justifie la recherche et la question à laquelle la recherche souhaite répondre. En fait, rappelez-vous que la problématique peut soulever plusieurs problèmes. OK? Peut soulever plusieurs questions. Donc, vous en prenez une que vous voulez traiter pour alimenter, pour contribuer à une meilleure connaissance de cette problématique-là. Dans un deuxième temps, donc, vous avez votre cadre conceptuel, ce que vous souhaitez faire, pourquoi vous voulez le faire. Donc, tout ça, évidemment, est très bien justifié. Dans un deuxième temps, maintenant, vous allez définir comment vous allez répondre à votre questionnement. Alors ici, on parle du devis de la recherche et de la méthodologie. Alors, tous les éléments qui vont vous permettre de construire votre méthodologie vont devoir être présentés. Alors, c'est quoi votre stratégie de recherche? C'est quoi l'échantillonnage, les participants, la collecte de données? Comment va être faite la collecte de données, avec quel type d'outils? Et là, ici, je rappelle l'importance de, lorsque vous faites une collecte de données, de toujours être connecté avec la littérature. Pourquoi vous allez aller chercher certaines informations? Est-ce que vous reprenez les mêmes méthodes de calcul, les mêmes outils que d'autres auteurs ont utilisés? Ce qui est très important, si vous voulez critiquer ces auteurs-là, d'avoir des outils, des données qui sont comparables à ce que pour être capable d'identifier qu'est-ce qui serait votre rapport comme tel. Définition des variables et les techniques d'analyse. Okay. La méthodologie, un point qu'on a perdu dans les dernières années, je dirais, parce qu'on a eu un enrichissement des méthodes statistiques, un développement d'outils statistiques quand même assez sophistiqués, c'est qu'on oublie parfois que la méthodologie, on la définit après avoir identifié nos questions de recherche. Okay? Donc, la méthodologie nous aide à répondre à nos questions, mais elle ne doit pas être définie avant qu'on ait identifié nos questions qui reposent sur l'état des connaissances. Et ici, on devrait voir, par exemple, si vous faites une recherche qui veut confirmer quelque chose, il y a certaines méthodologies pour ça. Si vous faites une recherche pour explorer quelque chose, il y a d'autres méthodologies. Donc, c'est important ici d'assurer la cohérence entre le type de recherche et la méthodologie. Alors ici, je rappelle, bon, parmi les lacunes qu'on trouve, c'est l'absence de cohérence, justement. Donc, l'auteur n'est pas capable d'expliquer pourquoi il utilise cette méthode-là plutôt qu'une autre, alors que tout l'ensemble de connaissances nous amène vers une recherche qui devrait confirmer. On est dans une approche exploratoire, et le mot exploratoire est très souvent utilisé de façon déficiente. Okay? Donc, une recherche exploratoire, c'est lorsqu'on n'est pas en mesure de définir un cadre conceptuel avec des balises très, très bien définies. Okay? Ça devient une recherche exploratoire. Okay? Mais pour une recherche exploratoire, on ne fait pas on a des outils d'analyse particuliers. Manque de précision et incapacité de reproduire. Donc, pour rappel, qu'est-ce qui distingue une recherche scientifique d'une autre type de recherche? C'est la rigueur. Et cette rigueur-là, on la retrouve normalement dans la présentation de la méthodologie. Un autre auteur devrait être capable de reproduire votre recherche en copiant votre devis méthodologique. Ça va? Alors, c'est très important, puis vous faites vous-même l'exercice, vous allez voir, vous ne précisez pas les dates de collecte de données. Vous ne précisez pas le type d'échantillon, vous ne précisez pas le secteur d'activité, ce sont des exemples pour des études empiriques. À ce moment-là, personne ne va pouvoir reproduire votre recherche. Donc là, on conclut à un manque de rigueur dans la présentation. Ça ne veut pas dire que vous ne l'avez pas bien fait, c'est que vous ne l'avez pas présenté. Alors, c'est important que ce soit présenté dans un article. Le troisième volet. Alors, dans le troisième volet, on se souvient maintenant, on a un cas théorique, on a une problématique, question, l'état des connaissances. Dans un deuxième temps, comment moi je vois les choses et qu'est-ce que je propose. Dans un troisième temps, on a fait notre recherche et là, on a des données, on a des résultats. Alors ici, un élément particulièrement important, surtout pour les études qualitatives, d'écrire des aspects méthodologiques qui permettent de contextualiser les résultats. Alors, les difficultés rencontrées dans la collecte de données, par exemple, les particularités du contexte. Alors, je prends tout de suite comme exemple
vous voulez étudier la santé des chefs, l'influence de la santé des dirigeants de PME sur la performance de leur entreprise, et vous ne mentionnez pas que la collecte de données a été faite au mois de mars 2020. Alors qu'une autre étude traite la même question, mais elle a été faite, la collecte de données a été faite au mois d'août 2019. La simple information sur la date de collecte de données vient influencer complètement vos résultats. OK? Donc, ces éléments-là de contexte qui sont liés à la méthodologie, parce que là, c'est la partie collecte de données, c'est très important de les mentionner parce qu'ils vont avoir une influence sur vos résultats, sur l'interprétation et ce que vous pourrez ensuite proposer au niveau de la contribution. Alors, de la façon de structurer cette première étape-là de la troisième partie, on va rappeler les objectifs de la recherche. On va indiquer quelques éléments méthodologiques particuliers et on va présenter clairement les résultats et les analyser. Okay? Donc, les analyser ici, c'est souligné. Un élément important, cette partie-là, vous devez rester attentif à la capacité du lecteur de bien comprendre tout ce que vous avez fait. Vous ne pouvez pas tout présenter dans un article, évidemment. Vous présentez ce qui est essentiel à la compréhension de votre proposition. Okay? Donc, ici, il faut sélectionner les résultats qui vont faire l'objet d'une analyse. La façon de le faire, c'est revenir aux hypothèses ou revenir aux questions de recherche. Okay? On présente aussi les résultats qui décrivent votre échantillon. Ça va être important de le faire. Donc, comme dans les aspects méthodologiques, c'est quoi le profil de nos répondants dans le cas d'une recherche empirique et pourquoi il faut faire cette présentation-là? Parce que on veut comprendre dans quel contexte ont été établis ces résultats-là pour leur donner une signification. Okay? Donc, finalement, analyser les résultats suppose d'aller au-delà des constats. Alors, les constats, donc, ce qu'on voit, c'est que on constate que tel groupe est supérieur à tel groupe. Les femmes sont peut-être moins preneuses de risques que les hommes. C'est un constat, ce n'est pas une analyse. Une analyse, vous devez expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui vous amène qu'est-ce qui explique ces résultats-là? S'ils confirment la littérature, vous pouvez aller piger dans la littérature, qu'est-ce qui a été les éléments d'explication. Mais normalement, c'est vous qui connaissez le mieux votre échantillon qui êtes capable de fournir ces explications-là. Donc, les lacunes dans les travaux, le manque de détails méthodologiques qui ne permet pas au lecteur de comprendre votre contexte de travail, quel sens donner à certains résultats, et ensuite une insistance sur la présentation plutôt que sur l'analyse. Ça va? C'est un élément extrêmement important. Donc ici, on voit de plus en plus dans les articles une partie présentation, une partie discussion, analyse et discussion. Okay? Donc, dans cette partie-là, c'est ici que vous allez mettre en valeur votre contribution. Donc, vous mettez en perspective vos résultats par rapport à ce que dit la littérature. Donc, identifiez comment les résultats contribuent au développement des connaissances. Pour être capable de faire cette démonstration-là, un rappel sur l'état des connaissances et qu'est-ce que vous apportez de nouveau. Ça va? Relever les convergences et les divergences avec les autres auteurs. Et évidemment, on relève ces écarts-là ou ces convergences en trouvant des explications, évidemment. Donc, est-ce que c'est dû à l'échantillon, c'est dû à la collecte de données, c'est dû à une définition de variables différentes, et ainsi de suite. Okay? Mettre de l'avant les résultats originaux de la recherche et en quoi ils peuvent intéresser la communauté scientifique. Okay? Donc, pour savoir qu'est-ce qui intéresse la communauté scientifique, revenez dans votre première partie. C'est ça que la communauté scientifique connaît au départ. Donc, comment vous allez enrichir les connaissances de cette communauté-là. Un point important, en fait, qui est relié directement au premier élément, la première partie du travail de présentation exhaustive de la littérature, c'est rester humble dans l'exercice de présentation de votre contribution. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que parfois, on voit des phrases comme nous sommes les seuls à avoir étudié tel phénomène, aucun résultat comme les nôtres n'apparaissent dans la littérature. C'est possible,
mais peut-être le dire différemment, comme par exemple, à l'heure actuelle, on ne retrouve pas de résultats qui ont le profil des nôtres et ainsi de suite. Mais ce qui est important, c'est ce travail d'humilité-là, vous allez pouvoir le faire grâce à votre première partie. Une première partie, une recension de la littérature, un état des connaissances complet va vous permettre de bien montrer comment vous allez contribuer. Tant mieux si vous avez une contribution forte, mais il ne faut pas oublier que la littérature avance, je dirais, à petits pas. Donc, c'est dans ce sens-là, l'humilité est quelque chose dont il faut toujours faire preuve. C'est plus sage d'être humble que d'exagérer les apports de la recherche. N'oubliez pas aussi que vous pourriez être lu par quelqu'un que vous avez mal cité. OK? Donc, il ne faut pas oublier ça dans la conversation scientifique. Alors, ça peut nous donner un retour d'évaluation qui est peut-être pas agréable. Donc, les lacunes dans les travaux, ici, on va retrouver l'absence de discussion et de mise en perspective. OK? Donc, c'est cette comparaison-là entre ce que vous apportez et ce qui existe déjà qui va vous permettre de faire une discussion et de mettre en perspective votre contribution. Difficulté à démontrer comment les résultats se distinguent des autres et une survalorisation de la recherche par rapport à l'état des connaissances. La dernière partie, en fait, qui se trouve, bon, je mets 3 éléments dans cette dernière partie-là, mais ça peut être présenté différemment selon les revues. Alors, on va retrouver ici une conclusion, les limites et les avenues de recherche. Donc, n'oubliez pas que dans une conversation, idéalement, j'aimerais bien revoir un peu plus tard les gens avec qui j'ai passé une soirée agréable. Donc, votre recherche ne met pas fin à une conversation scientifique. Alors, les conclusions, on boucle avec l'introduction. Donc, on avait une problématique, on avait des questions. Qu'est-ce qu'on amène ici dans les connaissances, dans l'état des connaissances? Comment on l'a enrichi? Que doit-on retenir de cette recherche? OK? Donc, on est quand même un peu plus synthétique que dans la partie discussion. Quelles sont les retombées sur les plans théoriques, méthodologiques et managériaux? Les retombées managériales sont importantes de plus en plus pour les revues en gestion et ça, il faut les mentionner. Retombées méthodologiques, ça peut être qu'on a défini différemment certaines variables et qu'elles donnent nos nouvelles définitions, nos nouvelles mesures donnent des résultats peut-être plus clairs aussi par rapport à ce qu'on avait dans la littérature. Ensuite, identifier les limites de la recherche, énoncer ce qui peut rendre les résultats difficiles à reproduire ou à généraliser. N'oubliez pas que la science avance à petits pas. Alors, vos résultats, c'est un pas, c'est une goutte dans le verre, mais qui est importante. Par contre, mentionnez vous-même les limites de la recherche, sinon les évaluateurs vont le faire. Alors, ils ne trouveront peut-être pas d'intérêt à votre recherche. Alors, dans les limites fréquentes qu'on retrouve, c'est celles où on dit on a un petit échantillon. Il y a plus que ça dans les limites. OK? Si vous avez bien fait votre travail sur l'état des connaissances, vous avez relevé dans les travaux les contextes dans lesquels ont été faites ces études-là, les méthodologies utilisées, les périodes d'observation, les outils utilisés. Alors, vous avez plein d'éléments ici pour dire que vos résultats sont différents des autres parce qu'on n'a peut-être pas utilisé les mêmes méthodes, parce qu'on n'était pas sur le même terrain, parce qu'on a eu un contexte difficile. OK? Alors, tout ce que ça fait, ça donne la crédibilité à votre travail. Énoncez finalement les avenues de recherche. Donc, vous avez travaillé pendant 1 année, 2 années dans un doctorat, 3 années, peut-être plus, sur une question, sur un problème. Vous êtes la meilleure personne pour dire qu'est-ce qu'on devrait faire après. OK? Donc, ce que vous avez fait, probablement que ça ne permettra pas de répondre à l'ensemble de la problématique que vous aviez identifiée. Ça l'alimente, par contre. Maintenant, qu'est-ce qu'on devrait faire? Vous trouvez, et ici, peut-être je vais me permettre de dire, des résultats non significatifs, c'est aussi important que des résultats significatifs. OK? Donc, si vous voulez vérifier des choses, vous utilisez des méthodes statistiques et vous vous rendez compte que statistiquement, les résultats sont non significatifs alors que la littérature propose le contraire. Pourquoi c'est comme ça?
Si votre recherche est bien menée, vous avez respecté les façons de faire, vous avez respecté, vous l'avez fait de façon rigoureuse, ça peut donner des pistes, des avenues extrêmement intéressantes pour les recherches futures où on veut permettre aux chercheurs d'avancer et aussi d'éviter peut-être des avenues qui sont moins porteuses. Donc, les lacunes qu'on retrouve dans cette partie-là des travaux en général, il n'y a pas de retour sur l'état des connaissances. Donc, on ne sait pas. L'auteur arrive, c'est une partie en général où on sent un peu l'essoufflement aussi de l'auteur. Donc, il arrive là, il ne fait pas le retour sur l'état des connaissances pour être capable de montrer comment l'état, aujourd'hui, après sa recherche, s'est enrichi. Donc, on a plus de connaissances aujourd'hui. Donc, ce manque de retour ne permet pas de montrer la contribution. OK? Aucune limite significative qui est présentée, sauf le fait de dire ben, on a un petit échantillon ou on a un échantillon particulier, quand même beaucoup plus que ça qui peut être constitué une limite. Et finalement, aucune avenue de recherche qui est proposée. Donc, c'est comme si la recherche ou la conversation s'éteint après ce travail-là, ce qui n'est pas tout à fait dans l'ordre des choses. Que contient un bon article? Ici, en fait, c'est probablement des éléments que vous savez déjà. Je fais juste un rappel là-dessus. Un titre clair et explicite. OK? Donc, le titre doit nous donner, le titre et le résumé, ils doivent nous donner envie de lire la recherche. Et peut-être pour un rappel, pour ceux qui ne savent pas, ou ceux qui ne savent pas une information, le titre et le résumé, c'est ce qui va circuler le plus d'un article. OK? Donc, ce n'est pas le contenu de l'article, mais dans toutes les bases de données, maintenant, on trouve le titre, le résumé, parfois les mots-clés. Alors, c'est très important d'avoir un titre explicite. Peut-être, il faut faire attention à utiliser des métaphores. OK? Certains aiment beaucoup l'utilisation de métaphores, mais il y a des métaphores qui sont explicites sur un sujet, d'autres qui le sont moins. Alors, n'oubliez pas ça, de bien présenter votre texte. Alors, la pertinence ou l'intérêt de la recherche qu'on doit trouver dans le résumé et la contribution des résultats. Un style de rédaction soigné, un langage simple, précis, très important. Donc, que ce soit en français ou en anglais, la qualité rédactionnelle d'un article scientifique, c'est pas la qualité qu'on retrouve dans dans la population moyenne, je dirais. OK? Donc, c'est vraiment du haut niveau. Et on veut que ce soit, c'est ce qui est tout à fait normal vu le type de personnes qui travaillent dans ces domaines-là. Une présentation claire qui utilise. Bon, là, ici, on peut parler de texte, de tableau, de figure, lorsque nécessaire. Si vous présentez un tableau, vous ne répétez pas en mots ce qui est dans le tableau. OK? Donc, les deux, que ce soit un tableau, un texte ou une figure, ça se complète. Ça ne se duplique pas, ce qui fait perdre de l'espace aussi et ce qui fait aussi perdre l'intérêt. Alors, si vous présentez un tableau dans un texte, qu'est-ce qu'on doit retenir de ce tableau-là qui n'était pas dans le texte? La contribution des auteurs qui ont structuré le champ de connaissances, c'est le volet théorique, normalement votre recension de littérature. Une discussion, une mise en perspective critique de votre contribution. Un juste équilibre entre toutes les sections du texte. Et ici, évidemment, ce qu'on va retrouver parfois, souvent même, c'est un débalancement avec un volet empirique très important et une recension de littérature, un état des connaissances très faible. En général, ce débalancement-là, c'est un mauvais signe. OK? Donc, l'auteur s'est concentré à répondre à une question sans vouloir s'intégrer à une conversation scientifique. Une liste de références à jour. Et ce n'est pas une liste de tout ce que vous avez lu, c'est une liste de ce qui était pertinent pour construire la recherche que vous souhaitez publier à l'heure actuelle. Je vais passer rapidement ici. Donc, en fait, peut-être juste rapidement, repasser un processus de production. Là. Donc, vous avez la production d'un article jusqu'à sa diffusion. Alors, pour ceux qui sont moins familiers avec ça, donc la production ici, c'est l'idée, l'équipe, les résultats et le choix de la revue. Soyez sensible. Allez lire quelle est la ligne éditoriale d'une revue avant de lui envoyer votre article. C'est important. Lorsque vous soumettez un article à une revue, vous ne pouvez pas le soumettre ailleurs. OK? Donc, je parle des revues, les revues classées, les revues qui font partie de notre environnement de recherche. Donc, si votre revue va être bloquée pendant un certain temps,
assurez-vous que votre texte correspond bien aux objectifs de la revue. Sinon, vous pouvez perdre du temps pour votre propre diffusion. Alors ça, c'est un élément important. Ici, du côté de l'évaluation, il y a 2 temps. Il y a une première décision. La première décision va se prendre ici selon est-ce que l'article respecte la mission de la revue, est-ce que l'article respecte les normes de la revue, est-ce qu'il y a une contribution scientifique et est-ce que l'article est intègre. Donc, on a la détection de plagiat. Une fois que ça répond à tout ça, l'article est envoyé dans un processus d'évaluation par les pairs. Donc, l'article est soumis aux pairs. Je vais revenir tout à l'heure avec la revue. Donc, là, ici, il va y avoir une sélection des experts, un délai d'évaluation et ensuite des rapports qui vont être présentés et une décision qui va vous être communiquée. Et là, cette décision-là, elle peut prendre en général trois formes. Un rejet définitif. En fait, le rejet définitif, il peut venir après le processus, mais il peut venir ici aussi au début. Ce qu'on appelle, je vous m'excuserai l'anglicisme, le desk reject, c'est-à-dire article non soumis au processus d'évaluation pour ces raisons-là. Ensuite, il y a l'acceptation avec modification mineure ou encore modification majeure. On propose à l'auteur des modifications majeures sans engagement ferme de publier, ce qui est tout à fait la norme. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec cette décision-là? Peu importe la décision, bien comprendre, c'est un métier qui a ses exigences. Donc, peu importe la décision, chaque processus contribue à améliorer nos compétences. Alors, évidemment, la première réaction face à un rejet, par exemple, c'est de dire que les évaluateurs étaient incompétents. C'est la première réaction. Okay? Donc, on l'a tous eu, ceux que vous pourrez parler avec des collègues, probablement qu'on a tous pensé ça à un moment donné. C'est pas le temps de prendre une décision lorsqu'on est dans cet état-là. On va parler ici là, de la myopie des auteurs. Okay? Donc, les auteurs, surtout dans les contextes où on n'a pas fait circuler notre texte. On ne l'a pas présenté dans un congrès, on ne l'a pas présenté dans un séminaire, dans un atelier. Donc, on est vraiment là dans un phénomène de myopie totale où il n'y a que nous qui voyons le contenu du texte. Alors, les évaluateurs ont vu ce que nous... Par contre, en fait, ici, il faut penser que les évaluateurs ont vu ce que vous n'avez pas vu. Donc, eux avaient un détachement avec l'article, ce qui les amène à voir différemment. Alors, ici, ce qu'il faut faire, c'est prendre de la distance. Prenez la distance avec le texte. Ensuite, regardez plus positivement qu'est-ce qu'on peut faire avec chacun des commentaires. Si vous resoumettez, c'est peut-être un élément de fonctionnement, si vous resoumettez un texte à une revue, où on vous a permis une deuxième chance, vous devez répondre à chacun des commentaires faits par les évaluateurs. Il est possible que l'évaluateur vous ait mal compris et que vous soyez dans votre bon droit de lui dire je me suis mal exprimé, c'est plutôt ça que je voulais dire. Vous avez le droit aussi de ne pas être d'accord avec un évaluateur. Ça, vous pouvez le mentionner dans votre réponse. Lorsque vous soumettez à nouveau un texte, dites que vous n'êtes pas d'accord et argumentez. Vous êtes dans une conversation. OK? Alors ici, je vais me permettre pendant quelques minutes, peut-être 5 minutes, un retour sur ce qu'est la Revue internationale PME. Qui est essentiellement, comme je disais tout à l'heure, à l'origine de cet événement aujourd'hui. Donc, au départ, c'est important bon, il y a plusieurs éléments de la mission, mais on diffuse en français les connaissances les plus à jour concernant les PME et l'entrepreneuriat. Alors, peut-être, en fait, je reprends le processus ici. Quand un auteur soumet un article à la revue, le texte est soumis à la rédactrice. Ça se fait sur une plateforme numérique, soumis à la rédactrice en chef qui fait, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, donc respect de la mission, intégrité, suivi du processus. Ensuite, elle va suivre le processus et fournir éventuellement une réponse à l'auteur. Comme on est une revue avec beaucoup de domaines de recherche différents, on a quand même une équipe de rédacteurs associés, que je vais vous présenter tout à l'heure, qui sont des experts, qui vont pouvoir évaluer parfois mieux que la rédactrice en chef,
la pertinence, la contribution de l'auteur. Donc ici, on peut soumettre l'article à un rédacteur attitré. Il va évaluer la qualité de la contribution. Il va suivre le processus. Donc, sous sa responsabilité, lui, il va identifier 3 experts. Chacun de ces experts-là, on est en double aveugle. OK? Donc, les experts ne connaissent pas l'auteur ne connaît pas les experts. OK? Donc, c'est les règles qu'on s'était données il y a bien des années, comme toutes les revues scientifiques d'ailleurs, pour évaluer des articles scientifiques en toute objectivité. Sauf que c'est de plus en plus difficile d'assurer ça, étant donné le large éventail de diffusion que les auteurs font avant de soumettre à une revue. Donc, parfois, c'est possible d'identifier des auteurs. Bon, en fait, le rôle des experts ici, c'est de procéder à l'évaluation, de faire des commentaires sur l'article à l'auteur et de faire aussi une recommandation au rédacteur. Alors, est-ce qu'il recommande le rejet, l'acceptation, les modifications mineures et ainsi de suite? Donc, il y a une partie ici d'information qui va aller au rédacteur. À partir de l'analyse des 3 rapports et commentaires, le rédacteur attitré prend une décision qu'il va soumettre à l'auteur ensuite. Et là, selon la décision, l'auteur peut revenir ou pas. Important, vous êtes dans une conversation. Alors, les 3 experts peuvent ne pas arriver à la même évaluation de votre texte. Alors, il est possible que vous receviez à un moment donné 3 rapports d'évaluation assez divergents parce que les évaluateurs n'avaient pas le même profil. Donc, si vous décidez de répondre, de soumettre une version, il faut répondre à cette divergence-là d'opinion des experts. La revue est composée, c'est une revue internationale, très importante. Donc, on a un comité de rédaction ici, avec 2 rédactrices adjointes. On a un comité, on a 4 rédacteurs conseillers. Ce sont des anciens, 2 fondateurs de la revue et 2 anciens directeurs, et finalement des rédacteurs associés, où on représente ici différents domaines de recherche sur les PME et l'entrepreneuriat. Donc ici, ce sont des experts qui sont beaucoup plus fins sur les contenus qu'on diffuse. Donc, on a une représentation institutionnelle, une diversité d'institutions, on a une diversité de pays et une diversité aussi générationnelle. On a également un comité scientifique avec qui on travaille, qui sont les premières personnes qui sont consultées lorsqu'on a besoin de faire une évaluation. Donc, une équipe de rédaction, un comité scientifique multidisciplinaire, multigénérationnel, multinational. On a une communauté internationale d'auteurs, d'évaluateurs dans plus de 30 pays. Je vais vous montrer un chiffre tout à l'heure. Près de 200 évaluateurs sont sollicités par année pour l'ensemble du processus. Donc, ça permet une conversation entre les auteurs et les évaluateurs pour enrichir les travaux. On est répertorié dans les bases de données de EBSCO, de ABI Inform. Peut-être pour ceux qui sont moins familiers avec ça, les bibliothèques universitaires maintenant s'abonnent moins à des revues directement, mais plus à des bouquets de revues qui sont notamment distribués par ces organisations-là. Et nous sommes dans ces bouquets-là. On est diffusé en version numérique sur la plateforme de Érudit. Et ici, c'est important, il y a un accès libre et gratuit, sauf la dernière année qui est sous abonnement. Donc, tous les articles de la revue, sauf la dernière année, sont disponibles à cette adresse-là gratuitement. Ici, peut-être rapidement vous montrer un taux de consultation. En fait, la revue, elle est de plus en plus consultée avec des chiffres qui sont en croissance d'année en année. Et ce qui est intéressant, c'est la provenance des abonnés, où là, on a des abonnés maintenant qui sont hors francophonie, en Colombie, en Espagne, en Italie, Japon, Liban, Mexique, Pays-Bas, Roumanie. Ça, c'est en 2020. En 2021, on a encore une augmentation de l'étendue géographique de nos abonnés. C'est une revue qui est parmi les plus anciennes consacrée aux PME et à l'entrepreneuriat. Les textes intègrent, comme je disais tout à l'heure, détection de similarité avec un processus d'évaluation en double aveugle et 3 évaluateurs. On publie 19 articles par année, avec 2 numéros simples et un numéro double. On maintient nos délais de publication autour de 12 mois, ce qui veut dire dans le processus complet, à partir de la soumission jusqu'à la publication, c'est à peu près 20 mois. Et on a aussi des numéros thématiques à l'occasion. Et ça, je vous invite à consulter les annonces qui sont faites sur la plateforme de la revue. Donc, les derniers numéros COVID,
le repreneuriat pour l'an prochain, entrepreneuriat international, digitalisation pour l'an prochain et en ce moment, entrepreneuriat des femmes en contexte de crise qui est en cours d'évaluation. Je pense que c'est important, donc on publie sur tous les domaines. On n'a pas d'école, il n'y a pas d'école de pensée dominante. On accepte des articles théoriques, conceptuels, empiriques, approche qualitative, quantitative. Et ensuite, la revue s'engage dans le développement des compétences en recherche. Donc, on est partenaire d'événements, de regroupements de chercheurs et on s'insère sur les médias sociaux. Alors, peut-être pour notre mission, donc stimuler la recherche, produire la recherche et diffuser la recherche sont les 3 éléments de la mission de la revue pour être capable de produire et de contribuer au développement des connaissances sur les PME et l'entrepreneuriat. Alors, voilà. Questions, discussions, animation. Merci beaucoup, Madame Saint-Pierre, pour votre présentation. Comme vous pouvez l'imaginer, il y avait un grand intérêt. J'ai noté plusieurs questions dans les discussions. Et nous allons passer maintenant à cette partie-là pour échanger un peu, voir encore comment renforcer nos connaissances, surtout sur le processus de production et de publication. Il y a eu effectivement beaucoup de questions dans la partie discussion, dans le chat, comme on dit en anglais. Et je vais résumer ou regrouper certaines questions pour faciliter la gestion du temps. Donc, les questions portent sur le processus, sur les étapes. Il y a aussi des questions sur les données, donc la validité des données elles-mêmes qu'on va collecter. On va rapidement passer à certaines questions, mais je demanderai aux participants de ne pas hésiter, de lever la main, ceux qui voudraient prendre la parole et qui voudraient présenter leurs questions à vive voix. Donc, vous êtes priés de le faire sans problème. Mais pour commencer, la première question, c'est les questions d'ordre méthodologique de la cohérence. Il y a Madame Faïda qui pose la question de savoir comment identifier une méthode qui soit cohérente à la question de recherche, par exemple. Bonne question. En fait, vous allez, là, je vous recommande vraiment, si vous n'avez pas eu de cours d'épistémologie ou un cours de méthodologie à la recherche, je vous encourage à aller à acheter un bon livre de méthodologie. Il y en a vraiment beaucoup. Et vous allez pouvoir voir l'appariement qu'on doit faire entre l'état des connaissances, ensuite, qu'est-ce qu'on veut, comment on veut contribuer à cet état-là, et c'est ça qui va nous permettre d'identifier la méthodologie. OK? Donc là, je parle pas de la finesse de l'outil statistique, là, je parle globalement de la méthodologie. Si vous êtes dans un domaine, je prends par exemple, prenons l'exportation des PME. Okay, qui est un domaine. Il n'y a pas eu beaucoup de travaux sur l'exportation des PME, mais il y en a quand même un certain nombre. Et là, je voudrais savoir pourquoi les PME en République démocratique du Congo, par exemple, exportent moins que dans les autres pays. Et je suis capable, à partir de la littérature, je suis capable d'identifier tout un ensemble de déterminants. Okay? À ce moment-là, il n'y a pas de volet exploratoire comme tel dans ce travail-là. Il y a toujours une exploration parce qu'on cherche quelque chose de nouveau. Sauf que ce n'est pas une recherche exploratoire dans le sens où je suis capable de définir les paramètres de ma recherche. Okay? Donc, j'ai un état des connaissances qui me dit que il y a tel déterminant. Maintenant, je veux voir dans mon pays, est-ce que ce sont les mêmes déterminants? Donc là, c'est plus une approche empirique, positiviste, où on va utiliser une enquête. Donc, ce ne sera pas une approche qualitative d'étude de cas, par exemple. Okay? Donc, et ça aussi, c'est important. Je vois parfois des gens qui s'orientent vers des études de cas ou des études des entretiens, alors que je ne vois pas l'intérêt de ça parce qu'on connaît déjà les paramètres de la recherche. Okay? Donc là, c'est plus on va plutôt confirmer ce qu'on a déjà dans d'autres travaux, dans d'autres contextes. On va le confirmer dans un autre contexte. Donc, il n'y a pas la bonne réponse, c'est essentiellement regarder. Les livres de méthodologie vont bien répondre à cette question-là. Donc, vous avez différents paramètres pour qualifier votre recherche selon l'état des connaissances.
OK? Donc, vous posez la question à quelqu'un qui ne connaît pas le domaine dans lequel vous travaillez, c'est un peu difficile de répondre. Donc, selon l'état des connaissances, un état des connaissances très développé ou très peu développé, les nouveaux domaines de recherche, les nouveaux axes de recherche, en général, on est plus dans l'exploration. Okay? Alors que dans certains domaines, on est beaucoup plus dans la confirmation. Ça va? Oui, merci. Cette question, je pense que sur l'état des connaissances, aussi l'exploration, tout ça, c'est la question qui a peut-être intéressé Madame Sataïe, je pense, qui pose la question de savoir quels sont les critères pour qualifier une étude exploratoire. Je crois que ça rencontre un peu ce que vous avez dit avant. Oui, l'état des connaissances. C'est l'état des connaissances. Quand on n'est pas, quand on n'arrive pas, comment dire, par exemple, non. On ne peut pas, si j'avais à faire une enquête, on me donne un budget pour faire une enquête auprès des PME sur une question particulière, comme par exemple les freins que rencontrent les PME du secteur agroalimentaire à l'exportation. OK? Alors, on me demande de faire une enquête là-dessus. Bon, OK, je regarde la littérature, j'ai aucune idée. Qu'est-ce que je vais mettre dans mon questionnaire d'enquête? Je ne le sais pas, parce qu'il n'y a pas de littérature. Il n'y a pas de littérature sur ce secteur-là, sur cette question-là. Alors, qu'est-ce que je fais? Comment je vais définir mon outil de collecte de données? OK? Donc, je reviens vraiment sur le fait que c'est cet état des connaissances-là qui ne vous fournit pas les paramètres, les balises à respecter pour être capable de faire, de produire un sondage, de produire un outil de collecte de données. Donc, vous allez en fait à la recherche de ces informations-là sur le terrain. Vous allez rencontrer des gens sur le terrain qui vont vous alimenter. Et il ne faut pas oublier qu'on voit aussi de plus en plus de recherches mixtes, c'est-à-dire des recherches où, justement, on n'a pas tout ce qu'il faut pour construire un questionnaire. On va sur le terrain dans un but exploratoire et on va chercher les éléments qui vont nous permettre par la suite de définir les paramètres d'un sondage, par exemple. Donc, on voit de plus en plus recherche exploratoire et ensuite une recherche plus confirmatoire avec enquête ou base de données plus conséquente aussi. Merci. Nous allons accorder la parole à Madame Sata, je pense Madame ou Monsieur, Madame Sata, qui a la main levée. Vous avez la parole. Veuillez activer votre micro, s'il vous plaît. Bon, je ne réponds pas. On va continuer avec, en attendant qu'il se connecte, on va continuer avec les questions qu'on a reçues dans la partie discussion. C'est au niveau des méthodes. Hein. Il y a la question de Émile qui rencontre aussi la préoccupation de Monsieur Oumar, qui veut savoir est-ce que les méthodes de collecte... Oui, allô? Oui, bonsoir. Excusez, c'est maintenant que j'ai eu l'autorisation pour l'ouverture du micro. Je n'arrivais pas. Merci de me donner la parole. Merci au professeur pour cette édifiante présentation. Je suis docteur Sataye, je suis en sociologie, la mention économie et emploi, et j'ai travaillé, on va dire, sur l'impact socio-économique de la pisciculture en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai été vraiment intéressée parce que je veux aussi travailler sur les freins et l'implication des PME dans ce secteur. Et donc, ma question, en fait, c'est juste une clarification toujours sur l'étude exploratoire. Parce que j'ai été confrontée effectivement à une étude. J'ai voulu travailler en fait sur la perception des agriculteurs, sur l'utilisation des produits et aussi sur l'agroécologie. Et donc, toujours en parlant du thème d'actualité, le changement climatique. Et il s'est avéré, comme le professeur a dit, qu'il y a un manque il y a vraiment une absence de données et d'état de connaissance. Donc, je me retrouve dans une étude exploratoire. Ma question, c'est de savoir, est-ce que cet article-là, il va contenir les mêmes sections comme un article de recherche normal? Oui, absolument. Merci. La méthodologie ne change pas la structure d'un article scientifique.
OK? Donc, dans notre article, on a quand même la partie qu'est-ce qu'on en sait, qu'est-ce qu'on sait sur un sujet, qu'est-ce qu'on veut faire et ensuite c'est quoi le nouvel état des connaissances par la suite. Donc, c'est important de respecter ces trois parties-là. La méthodologie n'a aucune influence là-dessus. Il est possible que la recension de littérature soit plus légère, plus courte. C'est possible. C'est possible. C'est toujours selon l'état des connaissances. Donc, oui. Oui, nous revenons à la question de M. Omar, qui rencontrait aussi C2000, qui voulait savoir si les étapes de collecte d'analyse de données, donc la méthodologie, en fait, sont similaires dans tous les travaux de recherche. Non. Non, on ne peut pas dire qu'elles sont similaires. Je pense que en fait, non. Ça dépend vraiment des questions que vous voulez, auxquelles vous voulez répondre. Ensuite, quelle information vous allez chercher, quel type de répondant vous allez avoir. Nous, on fait beaucoup de recherches, entre autres, auprès de beaucoup de collecte de données auprès des chefs d'entreprise. Donc, auprès des chefs d'entreprise, ce ne sera pas les mêmes procédures qu'auprès des employés, par exemple, parce qu'à cause de la disponibilité du temps, donc ça peut être plus difficile, plus compliqué. Non, c'est pas la même chose. Aussi les périodes, les outils aussi qu'on veut avoir vont dépendre du type de recherche. Donc, non, c'est pas uniforme, là. Ça dépend vraiment du type de recherche. Crispin, ton micro. Oui, merci. Au niveau de concepts utilisés, il y a des articles qui parlent de cadres théoriques, d'autres parlent de revues de littérature, d'autres encore parlent de cadres conceptuels. Et parfois, les jeunes chercheurs peuvent avoir des difficultés pour différencier tout cela. Il y a une question qui vient du participant, vous pouvez nous éclairer là-dessus. Oui, ben c'est vrai. En fait, c'est pour ça que je disais au départ que vous pouvez avoir différents ouvrages qui vont vous présenter l'information un peu différente. Et c'est pour ça aussi que j'ai insisté plus sur la structure d'un article, donc les trois parties. La partie conceptuelle, pour moi, le cadre théorique, et il faut faire attention parce que le cadre théorique, il va nous servir tout le long de la recherche. Le cadre théorique, une autre façon de l'appeler, c'est vraiment la recension de la littérature, c'est-à-dire c'est tout, puis on va le réutiliser plus loin. C'est vraiment l'état des connaissances. OK? Alors, vous pensez que vous avez un bon sujet de recherche, il faut la justifier. OK? Donc là, ici, on va aller chercher dans la littérature, et là, ça peut être une littérature différente. On va aller chercher dans la littérature des travaux qui ont été faits dans ce domaine-là, qui peuvent alimenter, qui peuvent justifier l'intérêt de faire cette recherche-là. Certains vont présenter ça dans le cadre théorique. Il y en a d'autres qui vont parler plutôt de problématiques. OK? Donc là, on peut retrouver en amont du cadre théorique la problématique. Donc, identification du contexte dans lequel on veut réaliser cette recherche-là. Ça va? Alors, ça, c'est la justification. Ensuite, le cadre théorique, en fait, c'est qu'est-ce que les autres ont fait? Qu'est-ce que les autres ont dit? Qu'est-ce qu'on sait sur tel sujet? Ça va? Donc, c'est ce qu'on appelle le cadre théorique. Mais il ne faut pas oublier, on présente le cadre théorique pour être capable d'en ressortir. Certains vont parler d'une faille, certains vont parler d'un gap. OK, c'est-à-dire qu'il existe un trou, si on veut, dans l'état des connaissances que moi, je vais vouloir remplir. Mais ensuite, lorsque vous allez vous allez développer votre travail, votre conception la conception de votre travail, vous allez aussi revenir sur la littérature et les éléments théoriques. Donc, ce que vous appelez cadre théorique ici, c'est l'état des connaissances, qu'est-ce qu'on en sait. Le cadre conceptuel, c'est plutôt votre contribution, comment vous voyez, comment vous concevez cette recherche-là, dans laquelle il va y avoir des éléments théoriques aussi, mais pas un cadre théorique au sens où vous parlez je vois dans le chat la revue de littérature. Donc, ça fait partie du cadre théorique qui fait l'état des connaissances. J'espère avoir bien répondu à cette question qui m'est toujours posée et pour laquelle je comprends qu'il y a de la confusion. Oui. Merci. Merci. Je pense que l'auteur de la question a reçu une bonne réponse. Mais il y a la suite à cette question-là, c'est comment définir ce cadre théorique qui soit pertinent, la pertinence du cadre théorique.
Oui, aïe, aïe. Il y a deux choses là. Là où il y a confusion dans la littérature, c'est lorsque, justement, l'utilisation de cadres théoriques. Alors, il faut, quand vous allez, vous faites l'état des connaissances, ce que certains appellent le cadre théorique. On fait l'état des connaissances sur une question. Ensuite, on identifie un espace qu'on voudrait bien combler par notre conception. Okay? Maintenant, comment on va analyser le problème? Comment on va l'analyser, comment on va comment on va y répondre? On a besoin, je dirais, d'une paire de lunettes, OK, pour analyser une question. Et là, on va encore revenir sur le cadre théorique. Est-ce qu'on utilise, par exemple, la théorie des ressources? Est-ce qu'on utilise la théorie néo-institutionnelle? Donc, ça, c'est la partie, si on veut, de vous emprunter au milieu scientifique les éléments qui vont vous permettre d'analyser votre problème. Donc, on est encore dans des éléments théoriques, mais pas sur la même utilisation. Donc, on n'est pas en train de revoir l'état des connaissances, on est en train de prendre dans ce qui existe des éléments qui vont nous permettre d'analyser le problème selon les éléments qui sont habituels dans ce domaine-là ou certains éléments nouveaux aussi. On peut emprunter à d'autres littératures aussi, des cadres théoriques. On peut, par exemple, j'entendais tout à l'heure une dame sociologue, on peut emprunter à la sociologie certains cadres théoriques pour analyser un problème d'une façon nouvelle. OK? Mais ça, c'est dans votre développement conceptuel. Vous ne partez pas avec une page blanche. Vous partez avec comment les autres quelle théorie, justement, les autres auteurs ont utilisé. Qu'est-ce qui a été utilisé pour étudier ce problème-là? Et il est fort probable que vous arriviez à conclure que ouais, c'était peut-être pas adéquat parce qu'il manque encore de réponses dans la littérature. OK? Donc, première partie, recension de littérature, état des connaissances. Certains appellent ça le cadre théorique. Lorsque vous arrivez dans votre travail à vous, dans le développement de votre cadre conceptuel, vous devez aussi rappeler des éléments théoriques. Okay, pour vous donner des bonnes grilles de travail pour analyser votre problème d'une façon structurée, d'une façon scientifique. Merci. Nous allons passer la parole à M. Mwadimanga, puis à M. Tonalta. Donc, Émile, vous avez la parole. Merci d'être bref dans votre question, s'il vous plaît. Oui, merci pour la parole. Vous avez annoncé tantôt ma question, mais peut-être vous ne l'avez pas posée. Au fait, je voudrais revenir à ceci. Par la recherche, en principe, on s'intègre dans la communauté scientifique, dans le cadre de la conversation. Et cette conversation a certainement des règles et des exigences, lesquelles formalisent, en quelque sorte, la démarche de la recherche. Mais maintenant, ma question, ma préoccupation était la suivante. Est-ce qu'il n'y a pas risque du fait de cette standardisation de sacrifier quelque part la contribution du point de vue de l'originalité des chercheurs par rapport aux exigences, par exemple, de l'homogénéisation? On se trouve dans une communauté, on a des règles, on a des principes, mais est-ce qu'à ce moment-là, il n'y a pas risque de sacrifier la contribution particulière, par exemple, des chercheurs? Merci. Merci. Non, je ne pense pas, parce que on va distinguer le processus. Donc, la standardisation dont on parle, c'est celle du processus. Ce n'est pas celle du contenu. OK? Donc, la créativité des chercheurs va être respectée du début à la fin. Et d'ailleurs, peut-être pour alimenter votre discussion, on voit de plus en plus justement de tout ce qui est approche critique sur les aspects de la recherche, sur l'état des connaissances qui se développent dans tous les domaines. La revue PME vient de lancer justement un nouveau format d'articles qui vont s'intéresser notamment à ces remises en question-là. Mais pour moi, il y a deux éléments dans votre question qui ne sont pas au même niveau. L'originalité des chercheurs se retrouve dans le contenu.
dans leur façon d'aborder un problème. On peut avoir des méthodologies complètement différentes, tout à fait originales. Je prends le cas de la revue PME, qui est une revue principalement en gestion. On peut utiliser des approches empruntées à la psychologie, à la sociologie, à la médecine même, OK, pour être capable d'aborder un problème de gestion. OK? Alors ça, c'est original, c'est créatif. La créativité se retrouve aussi au niveau de la collecte de données, donc au niveau de la façon d'aborder le problème, au niveau de la collecte de données et au niveau de la présentation des résultats. Donc, je ne crois pas, c'est ce sur quoi je pense que et c'est important, en fait, à mon avis, pour préserver la connaissance scientifique, pour la protéger on est dans une ère de fake news, pardonnez l'anglicisme, on est dans une ère de désinformation. Alors, pour protéger l'information scientifique, je pense qu'il faut respecter le processus de production scientifique. Alors, ce qui ne met pas en cause le contenu comme tel et le besoin d'ailleurs. Il faut que ce soit créatif, sinon, ce n'est pas de la connaissance nouvelle. Alors, pour être sûr d'avoir de la connaissance nouvelle, il faut quand même quelque part avoir de la créativité. J'espère avoir répondu à votre question. Merci. Oui. On va passer à la question de M. Fidèle. Est-ce que d'abord, Émile, ça va avec ta question, je pense? Tout à fait, je suis complètement satisfait. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Fidèle, on a votre micro, s'il vous plaît. Allô? Oui, on vous écoute. Vous me suivez? Oui, oui, parfaitement. Bonsoir. Je m'appelle Dario Fidèle Tonalta, maître de conférence en écologie et agroforesterie. Je suis au Tchad, à Béché. Je voudrais d'abord remercier la professeure pour sa brillante présentation. Cependant, j'ai noté quelques préoccupations par rapport au rejet d'articles. Et je voudrais partager mon expérience personnelle par rapport à mon tout premier article. J'ai écrit un premier article qui a été rejeté une fois. Nous avons travaillé l'article en équipe. Au lieu d'envoyer à la même revue, l'équipe a préféré l'envoyer à une autre revue. Et je voudrais savoir, est-ce que ça, c'est une bonne expérience? Voilà ma question. OK. Alors, si je comprends bien, vous aviez soumis votre article à une revue, il a été refusé et vous l'avez soumis à une autre revue. C'est ça? Ce n'est pas un refus en tant que tel. Il y a eu des commentaires, comme vous l'avez très bien mentionné. OK. Et lorsque nous avons intégré toutes les observations, l'équipe a estimé de choisir une autre revue que la première. Alors, je voudrais avoir un peu vos commentaires par rapport à ce deuxième choix-là. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? En fait, je vous dirais que lorsque on donne la possibilité à des auteurs de soumettre une version révisée de leur texte, il faut comprendre, et c'est pour ça que j'ai présenté le schéma où vous voyez rédactrice en chef, rédacteur attitré, ensuite 3 évaluateurs. Il y a quand même un processus dans lequel on mobilise plusieurs personnes. OK? Évidemment, lorsqu'on fait des recommandations, on fait des commentaires, si les auteurs décident de ne pas continuer avec nous alors qu'on a contribué à améliorer leur texte, ils décident de soumettre à une autre revue, c'est leur choix. C'est leur choix. Mais si tout le monde fait ça, ça peut se faire au détriment de la revue et aussi au détriment des évaluateurs, parce que c'est difficile de recruter des évaluateurs. Imaginez le contexte pandémique qu'on vit avec, on rencontre des retards partout, on rencontre des refus parce que les gens sont malades. Alors, donc, vous comprenez, nous, ce qu'on souhaite, c'est améliorer les textes qui nous sont soumis dans le but d'être publiés chez nous. Mais c'est pour ça d'ailleurs que dans notre processus, lorsqu'on soumet, on permet à un auteur de soumettre une version révisée, on lui demande de nous le confirmer.
Et effectivement, ça arrive à l'occasion que certaines personnes vont décider de soumettre ailleurs. Parce que pendant le temps, si l'auteur nous dit oui, j'accepte de soumettre à l'intérieur de ces délais-là, les 3 personnes qui ont été mobilisées pour en faire l'évaluation, elles sont en stand-by, elles sont en attente. Oui. Donc, on ne peut pas les mobiliser sur d'autres textes pendant ce temps-là. OK? Alors, c'est bien de comprendre l'ensemble du processus, comme je dis, parce que ça nous permet aussi de mieux comprendre les décisions auxquelles on est affecté. Puis un jour, vous allez jouer les autres rôles aussi. Pas juste celui d'auteur ou de lecteur, mais celui d'évaluateur, de rédacteur, et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas interdit, comme je vous dis. Moi, je peux juste vous dire que c'est peut-être pas idéal pour la revue qui vous a prodigué les premiers conseils. Merci. Je prends acte, merci. Merci beaucoup. Nous allons passer à une autre question, c'est sur la qualité des données, la viabilité des données par rapport au temps. Quels seraient les délais de vie des données publiables dans une revue scientifique? Ce sont des questions qui viennent de Mme Sarah Kaye et Mme Francine, je pense. C'est une très bonne question. Moi, je vous dirais, ce qui est important ici, c'est le contexte dans lequel qui prévalait lorsque vous avez collecté les données. Et je prends en ce moment, et en fait, si vous prenez par exemple ce qu'on vit en ce moment au niveau planétaire, puis que je reprends mon exemple de tout à l'heure, l'influence de la santé des dirigeants de PME sur la performance de leur entreprise, ben, on peut comprendre que lorsque la pandémie sera passée, peut-être que les données collectées sur cette question spécifique-là pourrait être moins intéressante. Donc, elle pourra avoir une durée de vie un peu plus courte. Okay? Mais il y a pas, je ne peux pas dire qu'il y a une durée de vie fixe. Ça dépend vraiment du contexte dans lequel ces données-là ont été collectées. Est-ce que c'est un contexte qui est encore viable aujourd'hui? Et ça, là-dessus, c'est aux auteurs à bien présenter, à bien faire cette démonstration-là que leurs données sont toujours pertinentes. Okay? J'ai lu un article récemment dans une revue américaine, dans une revue internationale, où on utilisait des données collectées 10 ans auparavant. Et l'aspect temporel n'avait aucune influence. Si vous utilisez les états financiers des PME, par exemple, l'aspect temporel peut avoir peu d'influence. Mais si vous utilisez des données perceptuelles, OK, donc la perception des gens sur un phénomène, là, peut-être qu'il y a plus d'éléments spécifiques au contexte qui pourraient rajeunir aussi la durée de vie des données. Alors, donc, pour pouvoir, et surtout que sur les PME, dans le contexte des PME, par exemple, la collecte de données est un exercice fastidieux. Donc, on veut bien retirer le maximum des données collectées. Donc, on les fait vivre longtemps. Mais je ne peux pas vous dire combien de temps, là, ça dépend vraiment du contexte. Alors, c'est à vous, comme auteur, de justifier que des données anciennes pourraient être encore intéressantes aujourd'hui. Merci. Avant de prendre une question, de m'élever, il y a une question quand même qui me semble pertinente, c'est sur le contexte. Quelle serait la pertinence de décrire les milieux d'études, le contexte d'études? Ça, c'est une question qui vient de M. Bienvenu Imani. Ben, en fait, c'est tout, quand le contexte, pour moi, c'est ce qui va en même temps définir les limites de la recherche. OK? Donc, c'est très important pour qu'on sache de qui vous parlez. C'est toujours un peu, on essaie, imaginez-vous, par exemple, on travaille sur l'entrepreneuriat féminin. Prenons cet exemple-là. On étudie les femmes qui font partie de différentes communautés ethniques au Burkina Faso, dans des villages. Alors, moi, si je ne sais pas que ce sont des femmes du Burkina Faso dans des villages, ben, il y a probablement certains éléments que je ne comprendrai pas dans les résultats. Si vous me dites que ce sont des femmes du Burkina Faso dans la métropole, pour moi, c'est une toute autre image que je vais avoir. OK? Donc, l'entrepreneuriat féminin étant probablement beaucoup plus encouragé dans les villages où les femmes ont des besoins de survie à assurer que dans une métropole où il y a d'autres emplois. OK? Donc, vous voyez ici là, les mêmes femmes
dans deux contextes différents, ne donneront pas au lecteur la même appréciation du contexte. Ça va? Donc, c'est ça qui est important. Ce qu'il faut faire ressortir, c'est justement toute information qui est susceptible d'amener une compréhension différente des résultats que vous obtenez. Donc, d'interpréter. Je repensais ce matin, justement, on a étudié des entreprises technologiques dans une étude que j'ai faite avec un collègue dans la région de Montréal, qui est quand même la métropole du Québec, versus une région touristique en Gaspésie qui est à 800 km de Montréal, une région qui est touristique, qui est très, très centrée sur la nature, mais très peu, pas du tout le même écosystème qu'à Montréal. Et dans les deux cas, j'ai des entreprises technologiques. Alors, pour moi, les entreprises de la Gaspésie ont des efforts à faire qui sont très différents de ceux de Montréal parce que l'écosystème est totalement déficient dans une région par rapport à une autre. Donc, le développement, ça m'amène tout de suite à vouloir savoir, mais quel genre de développement technologique ils ont pu faire alors qu'ils n'ont pas les ressources matérielles, scientifiques, techniques pour le faire. OK? Donc, ça, ce sont des éléments de contexte qui viennent vraiment, parce que ces éléments-là influencent l'interprétation de vos résultats. C'est ça qui est important, ce n'est pas neutre comme information. Merci. On est acculé par le temps. Il y a deux mains levées. Il y a d'autres questions dans les questions qui arrivent dans les discussions. Nous allons prendre M. Doumassi rapidement. On a plus que 3 minutes qui nous restent là. Après, on prendra M. Kibouila avant de clôturer. OK. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir. Peut-être, pardon, Crispin, on pourrait peut-être prolonger de 15 minutes étant donné les questions. OK, merci beaucoup. OK. Allons, Monsieur Fidèle. Oui, je vous remercie pour la présentation. J'irai vite puisqu'on n'a plus assez de temps. Et ma question, c'est de savoir, puisque quand on parle de production et de diffusion d'informations scientifiques, tout part de la question de recherche. Alors, après la revue de littérature, où on fait l'état des connaissances, comment est-ce qu'on arrive à bien poser la question de recherche? Quels sont les conseils ou astuces que vous pouvez nous donner pour pouvoir bien poser la question de recherche? Ben, en fait, votre question est un peu difficile parce que la question de recherche, elle découle, il y a plusieurs éléments qui influencent la formulation de la question de recherche. Il y a un intérêt personnel. Assez souvent, vous devez avoir un intérêt à étudier un domaine particulier. Alors, la façon de formuler la question, elle va dépendre de ce que vous trouvez dans l'état des connaissances. Est-ce qu'on formule une question? Qu'est-ce qu'on cherche à savoir? Est-ce que vous pouvez me donner un exemple? Ce serait peut-être plus facile parce que là, en ce moment, c'est un peu flou pour moi. Monsieur Noudo-Messi? Monsieur Fidèle, votre exemple, s'il vous plaît, pour relancer la discussion. Okay. C'est bon, vous m'entendez? Oui. Oui. Bon, je vais couper le micro en temps pour ne pas qu'il y ait d'interférence, en fait. En fait, moi, je suis du domaine de l'environnement, je suis doctorant. Et donc, quand on veut commencer toute recherche, il est recommandé de comprendre, de bien maîtriser les travaux qui sont faits antérieurement et de dégager une problématique. Et donc, on nous a enseigné qu'il faut partir d'une question de recherche. Et donc, parfois, on pose la question qui nous paraît fondamentale pour la recherche sans se dire, est-ce que c'est la meilleure question? Donc, en cela, en fait, je voudrais savoir s'il y a des éléments, en fait, qui peuvent nous guider à être sûr de la question qu'on pose, quitte à ce que le reste de la procédure, on ne puisse pas revenir en arrière parce qu'on aurait mal posé la question de recherche. Voilà.
Je comprends votre question, en fait, et c'est une bonne question, mais normalement, vous devriez quand même, si la littérature, elle a bien été analysée, vous avez fait une bonne synthèse critique, la question devrait venir d'elle-même. C'est-à-dire que vous allez voir justement, parce que la littérature, qu'est-ce qu'elle vous permet de faire? Elle vous permet de connaître dans les profondeurs un champ de connaissances. Donc, et d'identifier à partir de, bon, ben, on a justifié la problématique, ça va. Donc, d'identifier des éléments pour lesquels on n'a pas suffisamment de connaissances. OK? Donc, si on peut parler, bon, on parlait tout à l'heure on a la COP 26 en ce moment, donc l'engagement des PME dans les pratiques environnementales. Innocent. Pardon, donc là, il faudrait fermer les micros. Et donc, en fait, pour arriver à, comment dire, cette question-là ne doit pas trouver une réponse à l'heure actuelle dans la littérature. OK? Vous pourriez, par exemple, trouver si vous posez la question sur pourquoi les PME ne s'engagent pas dans des pratiques environnementales, peut-être que cette question-là, on a déjà des éléments de réponse dans la littérature. Donc, ce ne serait pas la bonne formulation. Par contre, vous pourriez raffiner votre question justement en faisant ressortir qu'il y a certains éléments qu'on ne connaît pas. Alors, pourquoi les PME technologiques ou pourquoi les PME touristiques? Okay? Donc là, on peut raffiner notre question pour être certain qu'il n'y a pas de réponse dans la littérature. Donc, c'est plutôt ça la façon de savoir que la question elle est bien formulée. C'est par rapport à l'état des connaissances. Est-ce qu'on a des réponses? On peut avoir un peu de réponses, on peut avoir beaucoup de réponses selon des sujets qui ont été plus ou moins explorés, mais s'il n'y a pas de réponse, vous savez que vous devriez avoir une bonne question. Et il ne faut pas aussi peut-être juste, si vous êtes au début, j'ai cru comprendre que vous étiez doctorant, si vous êtes au début, il faut aussi vous donner un peu de souplesse en pensant que cette question-là peut se modifier, là. Parce que vous allez continuer à lire pendant vos études et vous allez probablement rencontrer, plus vous avancez, plus vous envisagez la méthodologie que vous allez utiliser et il est possible que vous reformuliez votre question lorsque vous allez étudier particulièrement la méthodologie. Okay? Parce que la façon que vous aviez formulé votre question au départ vous amenait sur une méthodologie qui serait peut-être infaisable. Ça va? Donc, vous avez une question qui est un peu générale au départ et qui va se raffiner à mesure que vous progressez dans votre propre connaissance du domaine pour pouvoir voir ensuite comment vous allez y répondre. OK? Merci. Nous allons accorder la parole à M. Kibouila. Bonsoir, madame. J'espère que vous m'écoutez. Oui. OK. Félicitations à madame pour cette brillante présentation. Elle est très intéressante. Vous allez m'excuser, j'étais un peu coupé. Il se pourrait que ma question a déjà trouvé la réponse au cours des discussions qui ont eu avant moi. À moins que je me trompe, j'espère que lorsqu'on fait la recension de la littérature, on arrive quand même à relever les convergences et les divergences avec les autres auteurs au niveau de la première partie. Alors, si tel est le cas, en quoi ces convergences et divergences sont-elles différentes de celles qu'on trouve dans la troisième partie dont vous avez parlé? Ce sont les mêmes. C'est pas nouveau. La littérature, l'état des connaissances que vous présentez au départ vous permet de justifier l'intérêt ou la pertinence l'intérêt de la problématique, mais aussi la pertinence de votre question de recherche pour être certain qu'il n'y a personne qui a répondu à cette question-là. Quand vous arrivez à la fin, c'est la même littérature que vous regardez, sauf que là, vous mettez en perspective vos résultats par rapport à cette littérature-là. Très souvent, à la fin, la différence par rapport à un article, la différence qu'on peut voir, c'est qu'on insiste davantage sur les résultats obtenus. Alors que dans la première partie, on est plus souvent orienté sur la question générale
sur la question générale qu'un auteur pourra avoir étudiée ou sa méthodologie. Donc, ce sont les mêmes convergences ou divergences, mais sur la perspective empirique, et c'est votre travail que vous mettez en parallèle avec ces travaux-là. Merci. Merci. OK. Merci. Il y a une autre question qui se trouve sur le chat. C'est concernant la taille des références bibliographiques. Donc, c'est M. Hervé Combieni et M. Justin qui posent des questions de savoir si, pour les premiers, combien d'auteurs doivent être utilisés pour convaincre les lecteurs, ou encore si la taille des références peut influencer l'évaluation d'un papier. La réponse rapide, non. La liste de références en nombre ne peut pas influencer la décision. L'évaluation qu'on fait, c'est le seul critère ici, c'est la pertinence. Donc, souvenez-vous, dans les dernières diapos que j'ai présentées, avoir un état de littérature, un état des connaissances qui est complet, qui est exhaustif. Dans certains sujets ont été peu traités. Ça fait une courte liste de références. D'autres sujets ont été traités de façon abondante et dans des contextes très, très différents. Donc, ça va faire une recension, ça va faire une liste bibliographique plus longue. Mais il n'y a pas de nombre d'auteurs idéal. D'ailleurs, c'est drôle parce que c'est une question à laquelle je m'étais préparée tout à l'heure parce que je me disais, peut-être quelqu'un va parler de ça. Puis effectivement, donc non, il n'y a pas de nombre, clé, il n'y a pas de nombre de normes. Il y a simplement un état des connaissances exhaustif. OK? Donc, assurez-vous de mentionner tous les auteurs pertinents sur le sujet que vous traitez. Avant de passer la parole à M. Hervé Combieni, il y a une question sur le plagiat. L'auteur de la question voudrait que vous en parliez un peu plus. Comment ça peut influencer le processus d'évaluation? Pardon. Écoutez, en fait, un texte, le plagiat, ça peut aller, si on conclut qu'il y a eu plagiat, c'est-à-dire que l'auteur du texte qui nous est soumis ne mentionne pas certains passages dans son texte qui ont été repris d'autres auteurs, dépendant de l'importance. Donc, évidemment, le texte est rejeté et l'auteur peut être banni, si on veut, de notre revue pendant un délai jusqu'à 5 ans. Il peut être aussi interdit de participer à toutes les activités de l'Association internationale de recherche sur les PME et l'entrepreneuriat, qui est quand même notre association de qui à qui est associée la revue. Donc, dans des cas de plagiat, ça, c'est une forme de plagiat, c'est-à-dire qu'on reprend les autres auteurs sans reconnaître leur propriété intellectuelle. Une autre forme de plagiat, c'est l'autoplagiat, c'est-à-dire qu'on ne mentionne pas, on utilise nos anciens travaux pour publier un nouveau texte sans en faire mention. Donc, évidemment, si les travaux sont répertoriés maintenant, il y a des bibliothèques immenses sur tout ce qui est écrit. Alors, donc, c'est quand même important de bien y réfléchir. Alors, l'autoplagiat est aussi interdit. Donc, c'est important de mentionner, justement, si vous utilisez un travail en partie, un travail qui a déjà été fait, vous le mentionnez. Est-ce qu'on peut réutiliser en totalité? J'ai vu une question, je crois, sur le fait de est-ce qu'on peut présenter dans une conférence les résultats d'un article publié? Ça dépend de la conférence. Vous allez voir dans la conférence, est-ce qu'on exige l'originalité? Ce sont les mots importants, là. Et là, vous allez voir les paramètres. Donc, on va indiquer, nous n'acceptons que les textes, que les communications originales, n'ayant pas fait l'objet d'une présentation dans un article, ni d'une autre conférence, dans certains cas. OK? Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre dans ça, c'est justement que ce que j'ai commencé au tout départ, je vous mentionnais qu'un article, ce n'est pas un geste individuel, c'est un travail collectif.
pour être publié, pour être présenté dans une conférence. Il y a toujours beaucoup de gens qui sont impliqués autour du travail. Alors, si vous avez déjà fait travailler des gens pour publier votre article, puis vous faites travailler d'autres personnes pour pouvoir présenter dans un congrès, alors qu'il n'y a rien de nouveau, ce n'est pas très efficient pour personne. Okay? Donc, ce qu'on veut dans un congrès, c'est on veut avoir de la nouveauté. On ne veut pas avoir les choses qu'on peut déjà lire par ailleurs. Donc, alors ça, si la personne ne le mentionne pas, c'est du plagiat. OK? Donc, si puis là, j'espère avoir répondu à la question sur le plagiat. Donc, c'est ça. Interdit. Merci. On va passer la parole rapidement à M. Combini pour sa question. À moins que ça soit déjà répondu en passant. Bonsoir. 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 J'ai suivi la communication et souvent, lorsque nous consultons les revues, nous rendons compte que selon les institutions, les éléments des institutions que nous avons dans leurs revues, souvent qui présentent aux auteurs, c'est qu'ils proposent un plan IMRAD, introduction, matériel, méthode, résultats et discussions, et enfin conclusion et référent bibliographique. Mais quand j'ai suivi la présentation, je me suis rendu compte qu'il y a eu insistance sur revue de littérature. À mon avis, la revue de littérature, elle aide à construire l'introduction qui est comme une problématique ou un argumentaire où on peut voir vers la fin la question de recherche, peut-être les hypothèses, objectifs, et puis le plan à suivre. Et elle aide aussi à construire la discussion où il y a une comparaison avec les résultats que d'autres auteurs ont eu précédemment par rapport à ce travail-là. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que je me trompe lorsque je crois que la revue de littérature n'est pas nécessairement une partie réservée aux revues de littérature, parce que aussi les revues comptent sur un certain nombre de pages que votre travail doit occuper dans le document. J'avais une dernière question. Tout à l'heure dans la présentation, il a été dit que les articles ou les manuscrits d'articles sont évalués en aveugle, en double aveugle par 3 différents évaluateurs. Est-ce que celui qui soumet son article reçoit les évaluations en double aveugle par les 3? Généralement, malgré les nombreuses publications que j'ai eu à faire, je ne reçois qu'une seule notification. C'est pourquoi cela m'a surpris que ce soit une préoccupation qui soit revenue plusieurs fois. Je vous remercie. OK. Alors, je reprends sur la recension de littérature. La première partie du travail, c'est de faire l'état des connaissances. Donc, c'est pour ça que on parle, certains l'appellent, vont intituler leur section état des connaissances, d'autres vont donner un titre plus caractéristique du sujet, d'autres vont appeler ça revue de littérature, c'est comme ça. Vous avez raison quand vous dites la littérature, on la retrouve partout. OK, c'est sûr que vous allez construire votre cadre conceptuel, vous allez le construire en vous inspirant de la littérature. C'est pas une section qui est complètement désincarnée de la précédente. Alors que quand vous arrivez à la fin, à la dernière section, vous devez mettre vos résultats en perspective de cette littérature-là pour montrer que vous avez enrichi cette littérature-là. Donc, oui, la littérature, elle est partout, mais on réserve une section au départ pour bien présenter l'état des connaissances pour que vous puissiez démontrer l'intérêt de votre recherche et sa pertinence. OK? Si vous présentez un état des connaissances dans lequel vous dites finalement vous identifiez un certain nombre d'enjeux et pour lesquels ils ont tous été répondus, vous n'avez pas de travail scientifique. Vous pouvez avoir un travail de traitement de données, un travail intellectuel, mais ce n'est pas nécessairement un travail scientifique où on l'entend avec une contribution aux connaissances. Alors, ça, c'est un premier point. L'autre point, quand vous parlez des évaluateurs à la revue PME, on a une plateforme numérique et tous les auteurs reçoivent les rapports des 3 évaluateurs anonymes. Ils sont sur la plateforme, tout est rendu anonyme. Donc, ils reçoivent les rapports d'évaluateurs en bas du courriel avec les commentaires de chacun. Donc, nous, on a adopté cette procédure-là de transparence
il y a quelques années. Et les évaluateurs reçoivent aussi la décision qu'on rend à un auteur, ce qui leur permet eux-mêmes de voir qu'est-ce que les autres évaluateurs ont pensé de l'article. Et là, il y a un effet d'apprentissage qui est quand même très important, justement, parce que les évaluateurs n'ont pas tous la même vision d'un texte. C'est ça, c'est un travail intellectuel, donc on n'est pas formatés tous de façon identique. Donc, ils vont pouvoir, à ce moment-là, voir qu'est-ce que les autres ont dit, pourquoi ils sont d'accord sur les points avec lesquels nous, on n'était pas d'accord, par exemple. Et on construit la conversation comme ça. Lorsque l'auteur soumet une version revue, ben, on a encore accès à tous ces éléments-là sur la plateforme. Alors, j'espère avoir répondu à votre question. Il y avait une question que j'ai vue dans le chat tout à l'heure sur est-ce qu'il y a des frais pour soumettre un article? Non, pas à la revue, pas à notre revue. Dans les domaines des sciences de la gestion, c'est assez rare qu'il y a des frais de soumission. Alors, jusqu'à présent, nous n'en avons pas parce que nous avons des subventions gouvernementales qui nous aident à assumer une partie des coûts de production. Merci. Je pense que on a dépassé le temps. Nous allons accorder la parole à M. Abdelatif, je pense, qui est connecté. Et après, Mme Saint-Pierre pourra conclure cette matinée. Oui. Allô? C'est bon, vous me recevez? Oui. Oui. OK, en tout cas, merci Crépin. En tout cas, on va passer la parole. Et merci également donc, à José d'avoir vraiment assuré cette présentation. Et je tiens vraiment à m'excuser auprès de l'ensemble de José, l'ensemble des participants, de n'avoir pas pu être là avec vous dès le début. J'étais pris par ailleurs, en plus, donc les soucis techniques. Bon, j'ai pris en marche, après ça a coupé. Je suis vraiment désolé. Alors, donc, merci, j'ai pris en cours. Alors, juste pour peut-être un peu, bon, je m'en peut-être que José, au départ, a dû restituer un peu le contexte. Donc, pour rappeler effectivement que la préoccupation qui est vraiment, enfin, pas qui était, mais qui est toujours la nôtre ici, dans notre espace francophone d'Afrique, c'est la question notamment de la publication. On a un certain nombre donc, qui agissent dans des réseaux donc, pour essayer de publier, parce que les exigences sont de plus en plus quand même fortes, même surtout pour nous qui assumons maintenant les fonctions en tout cas d'enseignants-chercheurs, et peut-être c'est valable pour d'autres aussi. Et pour tout ce qui est aujourd'hui la carrière, c'est très bien, c'est exiger donc des publications dans des revues vraiment qui soient bien référencées, des revues indexées, etc. Et d'où donc la genèse en tout cas de ce projet pour organiser déjà donc des activités avec à la fois donc José et puis bon, d'un point de vue institutionnel la revue RIPME. Après vous avez aussi donc l'institut de recherche également en PME et puis l'association internationale aussi de recherche l'entrepreneuriat et PME et l'ISTA. Donc l'idée c'est vraiment de permettre à nos collègues qui sont ici vraiment en Afrique francophone d'identifier déjà et d'avoir ces visibilités aussi dans des revues qui existent dans lesquelles on peut en fait avoir placer vraiment des publications. On est nombreux à travailler sur des questions d'entrepreneuriat, sur les questions des PME, parce que je dis ici on est quand même moins confronté, on n'est pas vraiment confronté au cas des grands groupes, peut-être quelques exceptions près. Donc, c'est une revue, effectivement, qui répond véritablement donc, effectivement, à nos attentes pour pouvoir placer donc, effectivement, donc, des papiers. On peut les soumettre pour voilà, que ce soit donc, capable, bien évidemment, dans le processus d'évaluation. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, vraiment, je tiens à remercier José et toute son équipe. Et Crépin, je pense peut-être que c'est lui qui est en train d'assurer finalement la modération. Donc, merci vraiment à tous les participants. Et juste pour rappeler que ce que nous faisons actuellement, en fait, comme on a convenu avec José, c'est d'organiser en fait plusieurs événements. Ça, ce n'est que la première étape pour qu'ensemble, nous comprenions d'abord, donc effectivement, baliser tout le processus de production, la recherche, le processus de publication,
le cas de la revue donc RIPME, donc comme à titre d'exemple d'illustration. Ensuite, pour ceux qui seraient intéressés, et là, on va aller donc vers une deuxième étape. Ce que nous prévoyons, c'est un autre atelier qui va être en fait un atelier d'apprentissage ou de renforcement des capacités pour certains en termes d'écriture. Donc, et là, je vais demander à chacun de vous, je vais laisser bien évidemment, je ne sais pas si on entend à Crépin ou à moi, ou je sais, en tout cas, je vais laisser mon contact mail pour que ceux qui seraient intéressés, on peut donc effectivement déjà constituer en amont ce groupe et le moment venu, donc caler ça avec José et organiser cette deuxième étape d'atelier d'écriture d'articles scientifiques. Et puis après, nous avons la troisième étape aussi, donc on va dire le chapeau, ça viendra lorsqu'on aura déjà épuisé cette deuxième phase. Donc voilà ce que je pouvais dire en quelques mots, résumer, rappeler un peu le contexte. Et une fois de plus, vraiment toutes mes excuses à l'ensemble des participants. Et à José, naturellement, je suis vraiment désolé avec ces soucis techniques. Merci. Merci beaucoup, merci. Il y a eu beaucoup de questions. Je ne pense pas que toutes les questions ont été épuisées. Donc, vous nous avez annoncé qu'il y aura encore d'autres ateliers. Je pense que ça sera le lieu ou soit l'occasion pour que toutes ces personnes qui ont des questions, qui n'ont pas eu les réponses aujourd'hui, pourront en avoir encore plus tard. En attendant, on va laisser la parole à Madame Saint-Pierre pour d'autres informations. Merci Crispin, merci Mahamat d'avoir organisé l'événement. En fait, on va reprendre les questions. Donc, on a vos courriels, nous avons vos courriels. Je vais reprendre les questions pour voir s'il y en a quelques-unes qui n'ont pas été répondues. Donc, je vais faire un petit compte rendu, puis on va renvoyer ça, retourner ça à tout le monde. Vous allez avoir aussi nos adresses courriel et ce qui est important pour nous, donc je rappelle le contexte d'une revue internationale PME, ce qui porte sur les PME et l'entrepreneuriat. Alors, ce qu'on veut, c'est avoir des travaux, publier plus de travaux des chercheurs de la francophonie africaine. Alors, n'hésitez pas à nous soumettre des travaux originaux. Puis, vous comprenez peut-être un peu mieux le contexte. Si vous avez des questions sur justement les procédures et tout ça, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Maintenant, on pense à un autre événement qui pourra avoir lieu peut-être au début, on avait parlé de l'hiver ou le printemps. Chez nous, on a 4 saisons, alors j'ose pas dire l'hiver l'hiver chez vous. Chez nous, c'est blanc l'hiver, alors peut-être autour des mois de février-mars, on verra. Mais dites-nous si vous êtes intéressé, en autant que ce soit la contrainte, c'est que vous devez travailler sur les PME ou l'entrepreneuriat. Alors ça, c'est important. Ce qu'on cherche à faire, c'est aussi en même temps du recrutement pour la revue, pour avoir une revue, en fait, qui soit internationale, mais plus internationale encore, qui représente ces contextes-là ces dimensions-là dans différents contextes. Donc, alors je vais regarder les dernières questions qui sont dans le chat, puis on va pouvoir répondre à tout le monde. C'est complet pour moi. Alors, je vous remercie beaucoup, tout le monde.